l'émission politique de France Info. Comme tous les matins, une demi-heure ensemble. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Et bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi. Et notre invité ce matin, Jean-Michel, est président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. 500 policiers ont manifesté cette nuit. Ils étaient notamment sur les Champs-Élysées. Ils sont encore sous le coup de l'émotion après l'agression de 4 de leurs collègues à Viry-Châtillon il y a de cela 10 jours. On écoute l'un des policiers filmé hier soir sur les Champs-Élysées. Nous, on est dehors, on prend des risques tous les jours. On a des familles, on a des enfants pour la plupart. Et le soir, à 4h30, on se demande si on va rentrer chez nous, ou si on va d'abord passer par la case hôpital, ou si on ne va pas rentrer du tout. Donc à un moment donné, on dit stop. On comprend le malaise des policiers, Gérard Larcher. Comment on y fait face ? On comprend le malaise des policiers. Moi, je l'ai vécu à Magnanville, au moment de l'assassinat de 2 policiers dans mon département. Depuis maintenant plus de 20 mois, on demande beaucoup aux forces de sécurité, policiers, gendarmes. Et en même temps, ils ont le sentiment que l'État a perdu son autorité. Au fond, la question qu'il faut se poser, parce qu'on voit Viry-Châtillon, mais ça a été le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie ce week-end, ça a été l'agression d'un enseignant de CE2 qui revenait hier, d'une période sportive. On voit qu'il y a un croisement aussi dans ces territoires qui sont des territoires qu'il ne faut pas accepter qu'ils soient de non-droit, de la radicalité qui monte, de trafic de drogue, et en même temps d'un échec social, qui est des quartiers où le taux de chômage des jeunes dépasse souvent 50%, et je dois dire que tout ça nous conduit à la désintégration. Ce constat, Gérard Larcher, on le fait depuis longtemps ? Depuis 30 ans, depuis Vaux-en-Velin, mais malgré les milliards d'euros déversés dans ces quartiers, je pense au plan de rénovation urbaine, aux ZEP, aux zones de sécurité prioritaires, on n'a pas trouvé la maille. Je crois qu'un des éléments de la maille, c'est d'abord l'affirmation de la République et de son autorité. L'autre élément, c'est vraiment la priorité des temps qui viennent. Comment on ne s'habitue pas à 30 années de chômage de longue durée. De chômage de longue durée. François Fillon disait aussi, rétrospectivement, je regrette d'avoir supprimé les postes de policiers quand j'étais chef du gouvernement entre 2007 et 2012. C'est un regret que vous partagez, Gérard Larcher ? Oui, je pense qu'on n'a pas analysé la priorité de la sécurité. Et cette priorité de la sécurité, c'est vrai pour les policiers comme pour les gendarmes. Elle est une priorité, mais j'allais dire c'est un instrument, c'est un levier. Il faut aussi traiter les causes d'une République qui soit plus apaisée et qui ait à nouveau confiance en son avenir. Mais est-ce que vous auriez l'intention de réinstaurer par exemple la police de proximité pour que les rapports soient meilleurs avec les jeunes ? Je ne sais pas si la réponse c'est la police de proximité. On sait bien que c'est dans la proximité que les choses se jouent. Nous le vivons dans une ville comme celle que j'ai administrée pendant longtemps, Rambouillet, on est en proximité. Et la proximité, c'est un besoin de nos concitoyens, pas simplement pour la police. On le voit bien dans leur relation avec les élus. Les seuls élus qui aient la confiance majoritaire, les citoyens, ce sont les maires adjoints, les conseillers municipaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à portée d'engueulade. Et à portée d'engueulade, ils sont dans la proximité. Notre société a besoin de proximité. Et d'engueulade. Parfois. Ça fait du bien. Gilles Bornstein. PSA a annoncé hier 2000 suppressions de postes. Alors, dans le pays rêvé de François Fillon que vous soutenez, une entreprise qui fait des bénéfices, qui va bien, a-t-elle le droit de supprimer des emplois ou bien vous les interdiriez ? La première des choses, la PSA, remettons les choses en perspective. C'est un accord qui a été signé entre une entreprise responsable et des syndicats qui se sont engagés. Et la première des réactions, c'est que je crois que c'est cette rencontre de la confiance et de la responsabilité qui doit permettre à PSA, qui était au bord du dépôt de bilan. L'accord signé parlait de flexibilité, parlait pas de suppression de postes. L'accord signé entre les syndicats et PSA parlait d'une certaine flexibilité, mais parlait pas de suppression de postes. N'annonçait pas les suppressions de postes. De 2000 départs sur 3 années, de l'embauche de 1000 CDI et de 2000 jeunes en alternance. Parce que c'est ça la clé de l'avenir de cette entreprise. Mais en même temps, François Fillon, c'est pour ça que je partage avec lui, en dehors de l'amitié et du chemin parcouru avec Philippe Séguin, c'est qu'il dit la priorité, c'est la croissance. La croissance pour créer des emplois, pour créer de la richesse. Donc, je baisse tout simplement l'ensemble des taxes qui pèsent sur les entreprises. Je favorise la relation du travail, je flexibilise le marché du travail. Et la priorité de l'épargne doit s'orienter sur l'investissement industriel. Donc les licenciements peuvent être, le cas échéant, une variable d'ajustement. Les licenciements sont un outil pertinent. C'est jamais un bonheur, j'ai été ministre du Travail. Mais on ne les interdit pas. Mais
Qu'est-ce que ça veut dire Bah, interdire les licenciements L'État est, L'État est au capital de PSA, il pourrait. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'interdire les licenciements si les véhicules Peugeot ne sont plus compétitifs, s'ils ne se vendent plus, s'ils ne répondent plus à la réalité d'un marché? Interdire les licenciements, c'est se dire qu'on est en totale économie administrée et on sait que ça n'a pas marché. Il faut s'adapter à la réalité du marché. C'est un peu ce qu'a expliqué hier à Florange François Hollande, en disant, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, les hauts fourneaux, oui, ils ont fermé, mais des investissements ont été faits sur le site et les gens ont été reclassés. Oui, enfin, l'image de François Hollande, c'est une espèce d'autosatisfaction. En fait, on sait que c'est difficile. Mais ce président qui se regarde en contournant, j'ai le souvenir musclé, moi, de rencontres avec des ouvriers dans un certain nombre de cas, je pense au secteur automobile. Au fond, j'ai eu l'image d'un président totalement déconnecté des Français. Le vrai drame aujourd'hui, c'est ça. Il n'imprime plus vis-à-vis des Français. Il est déconnecté des Français et c'est, je dois dire, assez terrible pour les institutions. Parce que ce qui me préoccupe, c'est les institutions. Ça, c'est votre jugement politique. On l'a entendu, Gérard Larcher, mais sur l'économie, il dit comme vous. Une économie, enfin, il disait comme vous hier à Florange. Ça ne s'administre pas par l'État. Il faut qu'on s'adapte au marché. C'est le contraire à la fois de son discours du Bourget et de son discours sur le toit d'une camionnette en février 2012. Il faut mieux annoncer ce qu'on va faire. Et je crois que c'est un des défis de la primaire qui se déroule au centre et à droite. Il faut des candidats qui disent les choses. On va en parler. François Hollande n'est pas le premier candidat qui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Hélas. Oui, mais on va peut-être changer de ton. Et voilà, on va en parler. On verra ça dans un instant. Victor Maté est là pour 90 secondes, il est 8h40. 2 jours et demi de classe par an et même une semaine au collège, c'est d'après l'Éducation nationale ce que rate un élève en moyenne chaque année à cause de profs absents. Pour répondre à l'inquiétude des parents, la ministre fait des annonces. Najat Vallaud-Belkacem promet l'embauche de 1500 remplaçants l'an prochain. Il s'ajoute aux 3500 postes déjà créés depuis le début du quinquennat. Eux demandent plus d'effectifs et de moyens. Scène totalement inédite. Cette nuit, des centaines de policiers ont manifesté sur les Champs-Élysées à Paris. Des dizaines de voitures, gyrophares allumés et sirènes hurlantes avant une Marseillaise. 10 jours après la violente attaque au cocktail Molotov de Viry-Châtillon, ils voulaient faire entendre leur ras-le-bol. À iTélé, la grève va-t-elle continuer? Nouvelle réunion des salariés ce matin. Malgré cette mobilisation, malgré la motion de défiance la semaine dernière, Jean-Marc Morandini a bien fait ses débuts hier soir sur la chaîne du groupe Bolloré. L'animateur est actuellement mis en examen pour corruption de mineurs. Un espoir au Yémen, une trêve de 72 heures doit entrer en vigueur demain soir pour permettre la livraison d'aide humanitaire. Les affrontements dans le pays entre rebelles et forces loyalistes ont fait 7000 morts en 2 ans. Le retour de la Ligue des champions de football ce soir, 3e journée, et un défi pour Lyon qui reçoit la Juventus, championne d'Italie depuis 5 ans. De son côté, Monaco joue à Moscou face au CSK. France Info. Retour de l'émission politique de France Info. C'est Gérard Larcher, notre invité ce matin. Question, Jean-Michel Apathy. Vous avez du courage, Gérard Larcher, parce que vous soutenez François Fillon pour la primaire des Républicains. Et quand on regarde les perspectives que vous offrent les sondages, on se dit, vous avez du courage. Moi, vous savez, pour moi, François Fillon, c'est un compagnon de route au sens gaulliste du terme. C'est aussi celui qui a le projet le plus abouti, le plus courageux, et me semble-t-il le plus adapté à la situation. Il y a un instant, nous disions ensemble, il y a tellement de gens qui ont promis et qui n'ont pas fait. Je connais François Fillon, ce qu'il annonce là, même si certaines mesures sont difficiles. Je pense notamment à l'ajustement dans la fonction publique. Eh bien, je pense qu'il le fera tout en écoutant et en regardant les réalités. Mais monsieur Larcher, vous parliez du président de la République qui n'imprime pas. Je vais reprendre le même terme. François Fillon, ça n'imprime pas. Eh oui. Écoutez, je pense que ça peut encore imprimer. Et ça a imprimé la semaine dernière. Il est temps que ça imprime. Lors du débat. Vous savez, je ne regarde pas que les sondages, j'entends les citoyens. Il se trouve que ce week-end, je l'ai vraiment passé dans un partage qui n'avait rien de politique, avec des citoyens en différents lieux à partir de samedi après-midi. En tous les cas, ça les a questionnés et ils se sont dit, François Fillon, c'est quand même quelqu'un qui nous propose un projet d'homme d'État. Enfin, il est temps que ça décolle. Hein. Mais on verra, rendez-vous le 20 au Sénat. Ah, ça bien sûr. Nous ne pouvons pas faire autre chose. On ne va pas accélérer, nous, le calendrier. Mais... Alors, on a noté, vous parlez du débat de jeudi dernier, qu'il était un peu rancunier, François Fillon. Jean-François Copé, pendant ce débat,
lui a tendu la main. Elle lui a dit, on a eu un différend à propos de la présidence des Républicains, tournons la page. On écoute Jean-François Copé. En réalité, depuis toutes ces années, nous avons eu, je pense, comme François, comme moi-même, bien le temps de réfléchir à cette désastreuse période qui nous a inutilement divisés avant qu'on ne se retrouve. Parce qu'en réalité, il faut toujours se retrouver quand c'est l'intérêt de la France. Il faut toujours se retrouver quand c'est l'intérêt de la France. Réponse un peu glaciale de François Fillon. Oui, Moi, je vous dirais aussi la retenue à la de rivière, ce triste épisode, un enseignement, c'est que la démocratie doit être exemplaire. y compris au sein de votre propre parti, hier et aujourd'hui. Et d'abord au sein d'un parti, puisqu'un parti, c'est fait pour montrer le chemin. Il n'est pas un peu raide, là? Non, les règles du jeu, ça doit être respecté, et c'est ce à quoi je suis attaché, et c'est sans doute ce pourquoi aussi je soutiens François Mais on Fillon. ne tourne pas la page? On ne tend pas la main? Attendez, on regarde l'avenir, mais quand les règles du jeu n'ont pas été respectées, on ne considère pas qu'on passe une espèce de serpillière, j'allais dire, la gomme une éponge magique, la gomme sur magique. l'ardoise. Oui, mais sauf qu'à la fin, il va falloir se mettre d'accord. Mais tout le monde, ça c'est le point de l'unanimité du débat sur la primaire, soutiendra celui ou celle qui sera sorti. Vous en êtes toujours sûr? J'en suis sûr. Comme, entre guillemets, ce qu'on m'a qualifié sage de la commission d'organisation des primaires, toujours nous bien nous d'être réunissons d'ailleurs en fin d'après-midi pour voir un peu le deuxième et le troisième débat et en même temps faire le point sur nos 10 300 bureaux de vote, sur le déroulement de cette primaire qui doit être transparente, éthique et un succès numérique parce que c'est un phénomène politique. Quand on a près de 6 millions de téléspectateurs un soir comme ça nous donne des responsabilités. Le cas échéant, Gérard Larcher, vous soutiendrez avec la même facilité Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy? Je soutiendrai au deuxième tour, je vous ferai part de mon choix le 21 au matin, mais parce qu'il n'est pas pensable pour moi qu'un homme politique, avec la responsabilité que j'ai par la confiance des sénateurs, puisse se dire j'attends le 27 au soir. Donc vous avez déjà entériné que François Fillon n'y serait pas? Non, pas du tout. Ah, si, Oui, la forme de la réponse. Mais je vous dirais le 21 au matin, si c'était Fillon, vous n'auriez rien à nous dire. Je pense que François créera la surprise. Le 20 au soir, n'essayez pas de me piéger et de me faire dire ce que je ne veux pas dire, ce que je n'ai pas envie de dire et ce que je ne crois pas. Lors du même débat que vous avez tant aimé, alors François Fillon a été un petit peu en difficulté. Il n'a pas su répondre à une simple question d'un internaute sur le montant correct du SMIC. On l'écoute. Un SMIC correct et décent, c'est combien? Un SMIC correct et décent, c'est un SMIC qui évolue en fonction de l'évolution des prix, qui permet aux personnes de vivre. Vous ne répondez pas à la question. C'est combien? 1200 pour le moment, euros, le prix, le SMIC actuel, c'est ce que la société française peut faire de mieux compte tenu de sa situation économique et sociale. Super précis pour un projet d'homme d'État. Oui, écoutez, c'est pas un jeu télévisé. Alors c'est combien C'est question pour un champion. Alors, le vrai sujet, c'est est-ce que le SMIC aujourd'hui est adapté à la réalité salariale de ce pays? J'avais entamé une réflexion sur la manière dont on construit le SMIC. Parce que le SMIC, il a tendance à tirer l'ensemble des salaires vers lui. Alors c'est combien un SMIC correct? Je ne sais pas si c'est un SMIC correct, mais aujourd'hui on sait très bien que c'est très difficile de vivre avec 1164 ou 1165 euros. D'ailleurs, on le compense par une addition de primes. La prime pour l'emploi, l'ensemble des aides qui sont données. C'est en revisitant l'ensemble des prestations sociales qu'on doit imaginer. Parce que, est-ce que j'ai un chiffre à vous annoncer d'un SMIC correct? On sait que c'est très difficile de vivre aujourd'hui avec un salaire de moins de 1500 euros par mois. Donc ça supposerait une petite augmentation du SMIC. Mais ça, oui, mais aussi une réduction des charges. Parce qu'aujourd'hui, le niveau du SMIC, il est plombé par un niveau des charges qui multiplie par 2 le coût du travail. Et que la question du coût du travail est une des premières questions qui se posent, parce que le sujet, c'est la compétitivité de la France. La réalité du voyage de François Hollande hier à Florange, c'est que la désindustrialisation ne s'est pas arrêtée et que la France n'est toujours pas compétitive. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le programme du candidat que vous défendez est trop libéral? Je lui ai répondu il y a maintenant 3 mois, il faut un vrai projet social et un vrai projet de société. Un vrai projet social, c'est aussi ma différence. J'ai lu ce matin qu'avec un autre candidat, c'était ma vraie différence. Je crois au corps intermédiaire. Avec Alain, vous parlez de Jean-François Copé qui dit les syndicats, je ne les supporte plus, en gros. Moi, je pense que les syndicats doivent, comme les partis politiques, évoluer, s'adapter, mais qu'ils sont indispensables
tout comme les organisations professionnelles représentant les entreprises. Voilà pourquoi je pense que la CGT est en train de se mettre dans un corner par rapport à l'exemple de PSA qu'on citait tout à l'heure. Je pense que les corps intermédiaires doivent se moderniser, s'adapter, mais qu'ils sont indispensables dans une société un peu perdue, en désarroi. Cette primaire est très intéressante parce qu'on y apprend des choses qui peuvent comme ça nous surprendre un peu. Vous avez longtemps été maire de Rambouillet, une commune bourgeoise, on peut le dire comme ça, des Yvelines. Et le propos de Nicolas Sarkozy le 9 octobre dernier au Zénith à Paris a retenu notre attention et nous voulions vous le faire écouter, Gérard Larcher. Cette élite-là, elle n'a jamais mis les pieds dans les exploitations agricoles au bord du gouffre, même si elle aime, avec son panier en osier, aller acheter des œufs frais le matin chez la fermière. Alors ça nous a bien amusé cette évocation du panier en osier, on va acheter des œufs frais. On s'est dit que vos électeurs pouvaient faire ça. D'abord, c'est une fausse image de Rambouillet. Oui, on va pas parler de Rambouillet. Qu'est-ce que vous pensez Je dois dire la vérité sur la ville que j'ai gérée. C'est une ville de la diversité, avec plus d'emplois que d'actifs. Et aujourd'hui, au titre de la loi SRU, 25% de logements sociaux. Il n'y a pas que des logements sociaux. Quand vous entendez Nicolas Sarkozy dire les élites qui vont chercher des œufs frais avec leur panier. Oui, enfin, je ne les croise pas beaucoup autour de Rambouillet. Je peux leur indiquer, pardon pour la liaison, à ces élites-là, quelques endroits où ils pourront trouver les circuits courts autour de Rambouillet. Pas simplement acheter des œufs, mais aussi de la viande, mais aussi des volailles. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une France urbaine d'un côté qui serait opposée à une France rurale. La France rurale, c'est pas une nostalgie. L'agriculture et l'agroalimentaire, je le rappelle, c'est le deuxième poste d'exportation de ce pays, juste derrière l'aéronautique. Alors, moi, la nostalgie de ce concept des relations, c'est pour moi quelque chose que je ne partage pas. Gérard Larcher, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler, tiens, par exemple, des assistantes parlementaires. Il est 8h50. Voici Victor Mété. Parti à 19h40 de Lille et arrivé à 4h du matin à Lyon. L'exemple parmi tant d'autres de passagers bloqués hier soir sur la ligne de TGV Paris-Marseille. Entre 10 et 12 000 personnes concernées après un suicide sur les voies près de Tonnerre dans l'Yonne. Attention à la gastro-entérite. Les cas sont en augmentation en France. 225 000 rien que la semaine dernière d'après SOS Médecins. L'épidémie qui arrive cette année avec 3 mois d'avance. Le plan de Najat Vallaud-Belkacem pour remplacer les profs absents. La ministre de l'Éducation nationale doit annoncer l'embauche de 1500 remplaçants l'an prochain. Chaque année, un élève rate en moyenne 2 jours et demi de classe à cause de ses absences. En Syrie, les bombardements continuent sur Alep, mais une pause aura lieu jeudi pendant 8 heures. Annonce faite par Moscou. Une trêve des armées russes et syriennes pour permettre aux civils de quitter la ville, d'évacuer les blessés ou encore de tenter d'acheminer de l'aide humanitaire. Le parcours de la 104e édition du Tour de France sera dévoilé un peu après midi. La grande boucle s'élancera le 1er juillet 2017 d'Allemagne, de Düsseldorf très précisément. Pour le reste, à noter cette première, les coureurs passeront par tous les massifs français, les Vosges, le Jura, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. France Info. Gérard Larcher, l'invité de l'émission politique de France Info. Ce matin, question Guy Birenbaum. Des collaboratrices parlementaires du Sénat et de l'Assemblée ont rendu public hier un site internet Chères collaboratrices, Chères CHAIR pour la chair, dans lequel elles compilent anonymement des scènes de sexisme ordinaire et quotidien qu'elles subissent, en tout cas c'est ce qu'elles expliquent. Vraiment dans les couloirs du Parlement. On a découvert assez ahuri notamment le verbe « je vais te bopiner ». Qu'est-ce que ça vous inspire et quelle est votre sensibilité sur ce sujet ? Que le sujet du harcèlement, il peut exister au Parlement comme dans la vie des entreprises ou ailleurs. Comme étant sujet, il faut se méfier des effets bulles qui parfois... nous avons eu il y a quelques mois concernant nos collègues députés une forme de dénonciation de harcèlement. On va laisser la justice analyser les choses. Simplement, je voudrais vous dire qu'au Sénat, ce n'est pas une préoccupation qui est seconde. La semaine prochaine, je ferai, même cette semaine d'ailleurs, une communication devant le bureau du Sénat à la suite de travaux que j'ai demandé à la délégation, notamment aux droits des femmes. Mais le harcèlement, ça peut aussi concerner des collaborateurs. Il faut être attentif à tout cela. Non, il faut être attentif à tout ça. Je vous entends là, monsieur Larcher, vous semblez dire qu'elles en font trop, en fait, la bulle, tout ça, on exagère, elles en font trop, ces femmes-là. Je pense que les collaborateurs ont eu raison d'attirer notre attention. Triste. Et nous l'avons déjà pris en compte
depuis notamment le printemps dernier. En faisant Il y a eu des cas de harcèlement que nous ne connaissons pas au Sénat? Non, il y a eu 2 cas d'information qui ont conduit à des enquêtes internes, mais je vais présenter au prochain bureau les conclusions des travaux que j'ai demandés. C'est une réalité cachée quand il y a une histoire dans la cage plutôt? Je pense que ça existe comme dans les entreprises. Bien sûr, mais vous avez raison, mais on parle des assemblées parce que ce sont des lieux Et représentatifs puis et ce sont dont on attend des lieux qui doivent l'exemplarité. être exemplaires. Absolument. Parce que quand on vote la loi, on doit être exemplaire. Mais est-ce qu'il y a C'est la demande que j'ai faite à la délégation Bien sûr. droits des femmes, comme à l'association de gestion des assistants de sénateurs. Et j'ai pas attendu la dépêche d'hier soir pour le faire. Il m'a semblé que c'était un point qui passait au travers du respect des personnes. Quand je parlais de Bulle, je parlais simplement d'une affaire que vous avez tous en tête, qui est devant la justice. Je ne m'appuie pas là-dessus. Je pense que chacun doit se sentir pleinement respecté. Au-delà Et de c'est cette une forme de respect au travail, et c'est une forme de respect essentielle. Au-delà de cette affaire, on a des cas quotidiens. On voit très souvent des journalistes politiques revenir avec des drôles d'impressions, des propos contenus des parlementaires, hein, vous le savez. Oui, ou des citoyens. Moi, je suis très attentif à tenir des propos responsables. Gilles Manchani. Les sénateurs ont allongé la durée de prescription des délits de presse, le faisant passer juste pour les délits sur Internet de 3 mois à 1 an. Est-ce que vous soutenez cet amendement? Je crois qu'il y a une différence entre Internet et la presse écrite. Oui. Et c'est ce que la commission des lois a voulu prendre en compte. Et ça a ouvert naturellement un débat, parce que c'est toujours un équilibre très complexe entre la liberté de la presse, qui depuis 1880 est quelque chose d'absolument essentiel à la démocratie, et les libertés individuelles. Et il n'est pas facile, surtout sur Internet où on a des pseudos, il n'est pas facile pour quelqu'un de faire tout simplement usage de ses droits personnels. Vous ne croyez pas que vous avez confondu Internet et les réseaux sociaux, en fait? Parce que non, parfois, il n'y a pas de différence entre la presse écrite et Internet. Il y a des journaux sur Internet. Alors, je sais que les journalistes professionnels ont finalement été exclus, mais il y a aussi les blogueurs, il y a les éditeurs, il y a tout ça. Est-ce qu'on n'a pas un peu, ça part d'un bon sentiment, mais est-ce qu'on ne s'est pas un peu trompé sur la cible? En tous les cas, on va le voir au travers du débat qui va se poursuivre sur le sujet. Nous avons, quand je dis nous, et j'ai suivi les travaux menés, et c'est transpolitique, puisque d'un côté, il y a Alain Richard, l'ancien ministre socialiste, François Pillet, le rapporteur Les Républicains, et ensemble, ils disent qu'il faut qu'on apporte une réponse à des situations nouvelles, et Internet a créé des situations nouvelles. Mais ça, c'est un amendement que le gouvernement va vous laisser voter et va défendre à l'Assemblée. Il nous laisse voter parce qu'on est libre. Oui, Jean-Michel Apathy, vous avez une conception encore soviétique du rôle du Parlement. Ah, j'aime bien le encore. Jean-Michel, je vais vous laisser. Je rappelle que le gouvernement était parti dans une démarche qui était liée à mieux réprimer les injures et les diffamations à caractère raciste, discriminatoire et xénophobe. Mais là, on s'est éloigné de ça. Oui, parce que nous avons, me semble-t-il, au Sénat, posé une vraie question. Est-ce qu'il faut traiter de manière spécifique Internet? Et vous savez bien, tous. Alors, je partage avec vous l'idée qu'on confond parfois réseaux sociaux et Internet. Complètement. Internet n'est que l'outil, en quelque sorte, qui permet à des réseaux sociaux de tisser... C'est le propre des réseaux, un espèce de maillage dans lequel le citoyen individuel est en train de perdre en matière de liberté. Toute autre chose, l'émission de Karine Le Marchand, Une ambition intime, diffusée sur M6, a suscité un débat très important. Le député socialiste Benoît Hamon a annoncé hier qu'il renonçait pour sa part à participer à cette émission. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce type d'émission? Je pense que ce n'est pas le lieu des politiques. Je pense que la vérité, il faut le dire très clairement, cette vérité, il faut le dire aux Français, devant les Français. L'élection présidentielle est un moment dans les institutions de la Ve République d'une rencontre entre un candidat, une candidate et les Français. Et il n'a pas besoin de canapé, il n'a pas besoin de psy, et donc, il a besoin d'un contact direct. Je reviens à la proximité. C'est une rencontre aussi complexe que ça puisse être, qui doit se faire dans la proximité. Donc François Fillon a eu tort d'y participer. En tous les cas, moi, je n'aurais pas participé si j'avais été invité. Et vous n'avez pas été invité? Oui, mais de toute façon, cher Jean-Michel Apathy, je n'étais pas candidat à l'élection présidentielle. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit la place d'un politique. Merci Gérard Larcher d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci. Allez, merci à tous. C'est la fin du confessionnal, donc.